Bonjour à tous, il est un peu plus de 12h31. Aujourd'hui c'est vendredi 8 exactement, 8 janvier. Vous vous souvenez, il y a un an, c'était la mort, on peut dire brutale, de Clarissa Jean-Philippe. On va sûrement en parler aujourd'hui. Sinon, c'était hier soir le premier conseil municipal du nouveau maire de Bimao, mais aussi le dernier conseil municipal d'Arichalus. Nous étions là, on va vous rendre compte tout à l'heure. Le salon de la gastronomie Outre-mer remet le couvert. C'était la conférence de presse qui s'est faite à Paris. Maurice Cessé, notre correspondant là-bas, vous en dira plus. Appel au don après l'incendie du Zion Park. Et puis, Madame Jacqueline Cachemire-Toll, grande danseuse de Goka que tout le monde connaît, a été nominée à la Légion d'honneur. C'était un début d'année, c'était hier soir exactement. On va bien sûr y revenir. Et dans nos invités aujourd'hui, des invités prestigieux, puisqu'on va recevoir tout à l'heure Jean-Claude Huc et Max Etna, ainsi que l'éditeur de cet ouvrage qui pèse quoi, 3 kilos, c'est ça? 5 kilos, on m'a dit. 3,6 kg. Éclat du temps, livre indispensable qu'il faut soutenir. Bon, il lit. Et puis on va recevoir plus tard Agnès Dahan et Charles Chulem Rousseau pour Mimas Guadeloupe, un ouvrage photographique sur le carnaval, c'est la période. Et puisqu'on parle de carnaval, rendez-vous en fin d'édition avec les représentants de Voukoum. Comme mouvement qui nous tirait le Bastet. On est entre Moun Bastet, là, effectivement. Et on va commencer avec éclat de temps. Alors, la première question que j'ai à poser à l'éditeur, c'est lourd de faire un bouquin comme ça, concrètement? C'est du temps, oui. C'est un bouquin qui nous a pris environ une bonne année, une bonne année de travail. Mais ce n'est rien en rapport au travail qu'ont réalisé les auteurs, parce qu'il y a quand même 21 personnes qui ont contribué au livre, et je pense que Jean-Claude sera plus à même de développer ça. Tout à fait. Merci Thierry Petit-Lebrun, qui est l'éditeur de ce prestigieux ouvrage, et je pense que c'est un livre qu'il faut avoir en bibliothèque. Alors, on va parler avec Max Etna, qu'on connaît déjà, qui a tellement écrit sur la vulcanologie, sur l'environnement, sur la Guadeloupe, dans ses promenades aussi. Et puis Jean-Claude Huc, pourquoi avez-vous fait cet ouvrage, proposé la rédaction de cet ouvrage? Pourquoi? Qu'est-ce qui a été à l'origine même du projet? Voilà, je dirais que les origines de ce projet sont très lointaines. Une passion qui est la mienne pour les cyclones, pour l'atmosphère, depuis ma prime jeunesse. Et puis, au fur et à mesure des années, je me suis trouvé à la tête d'une documentation extrêmement importante, une des rares documentations aussi importantes sur ce domaine, d'après tout ce que j'en sais et mes discussions. Ça, c'est la réalité, le constat, et l'envie, c'était de faire partager tous ces éléments à l'ensemble du peuple guadeloupéen. Je mourrai un jour, la masse de documents que j'ai devait absolument passer à la postérité. Et il y a eu cette rencontre avec Max Etna, qui est un ami de longue date, qui est un géographe qui avait déjà écrit sur le sujet de la climatologie de la Guadeloupe, qui a adhéré tout de suite. Nous avons pu avoir l'adhésion, je dirais immédiate, de Françoise Panier Benito Espinal, qui est professeur des universités, que l'on connaît bien, qui a beaucoup écrit aussi, et Roland Mazuri, qui a été en poste ici, qui était chef climato, et qui a vécu tous ces grands ouragans, notamment celui de 1989. Donc c'est cette équipe de 4 personnes qui a dirigé un ouvrage qui comporte par ailleurs, je ne vais pas les citer tous parce que je peux en oublier, 21 personnes qui ont toutes adhéré avec, je dirais, un très grand enthousiasme à ce travail. Et c'est un boulot énorme. L'éditeur a pris une année, Thierry vient de le dire, pour mettre, on va dire, en forme cette affaire. Et vous? Nous avons travaillé 3 ans, je dirais jour après jour, et comme témoignage de ce travail, j'ai 2000 mails échangés entre les différentes personnes qui ont travaillé sur cet ouvrage. Un ouvrage gigantesque. Alors, Max Etna, qu'est-ce qu'on ne peut plus savoir sur la climatologie guadeloupéenne? Tout ce qu'on peut savoir ou ne pas savoir, c'est dans cet ouvrage, tout est dit là. Oui, cet ouvrage, disons, s'articule autour de trois thématiques. La première thématique est celle de présenter la nature telle qu'elle est, donc avec ses particularités physiques, climatologiques, hydrométéorologiques, un milieu façonné par une identité extrêmement singulière,
puisqu'il s'agit d'un archipel qui est soumis aux caprices des éléments de l'atmosphère, mais aussi d'autres d'éléments telluriques. Et cette première partie qui pose le cadre de l'étude insiste beaucoup sur le caractère, sur l'identité de l'archipel dans un cadre particulier, un cadre de violence climatique et de risques au plan des risques naturels. Alors, c'est la première partie. Oui. La deuxième, pour aller très vite, la deuxième partie, elle, se consacre à la nature hors d'elle. Nous détaillons, nous passons en revue les grands cataclysmes qui se sont produits en matière météorologique et climatique. Et puis, nous, à travers le temps, à travers les siècles, nous mettons en évidence le caractère spectaculaire et paroxysmique de ces événements qui ont marqué l'histoire de la Guadeloupe. Et puis la troisième partie est, elle, consacrée à la nature et aux hommes, ce lien entre le Guadeloupéen et son milieu à risque, son milieu soumis à des violences récurrentes. Et il s'est agi là de développer un peu le ressenti de l'habitant, son vécu, mais également cette relation intime ou intimiste qui est née de ces rapports récurrents, ces rapports très, j'allais dire, qui façonnent l'identité même de l'Ilien, et à travers également, en fin de l'ouvrage, une tentative de montrer que les éléments sont aujourd'hui, on ne dira pas contrôlés, mais l'aspect prévisionnel et l'aspect, on va dire, de pédagogique, c'est renforcé tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, de manière à rassurer un peu nos habitants, nos Guadeloupéens qui, eux, le savent très bien, que l'on ne pourra pas échapper à cette folie des éléments naturels. Alors, sur la climatologie, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on peut dire que par rapport à l'arc des Petites Antilles, la position de la Guadeloupe fait qu'elle est plus sujette ou pas au cataclysme naturel tel des cyclones? C'est-à-dire, on a l'impression qu'on est un petit peu au centre de l'arc et que ce cyclone-là, il ne va pas rater nous, quoi. Effectivement, c'est une très bonne remarque. En fait, l'endroit le plus touché dans l'arc antillais, c'est un petit peu au nord de la Guadeloupe. Oui. On va dire que la Guadeloupe se trouve à un endroit où elle est à la fois soumise à beaucoup de tempêtes tropicales, mais également à des ouragans, et souvent des ouragans intenses. Oui. Mais l'endroit le plus touché, on va dire, c'est à partir d'Antigues, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Ils sont peut-être moins touchés en tempête, mais plus touchés en ouragans extrêmement violents. Oui. Donc ce sont des choses que nous développons. Là, c'est Roland Mazuri qui a fait ce travail-là. On voit très bien, il y a une gradation au fur et à mesure que l'on monte vers le nord du nombre et de l'intensité des cyclones. On a plus d'ouragans qu'à Trinidad. Oui. Et plus on monte, plus on est dans la situation des ouragans extrêmement forts. Alors ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, peut-être au climatologue à Max Etna, par rapport à la Dominique ou par rapport à la Martinique, qui ne sont pas des archipels, est-ce qu'on a des spécificités particulières? C'est-à-dire que quand on compare quand même la Basse-Terre à la Grande-Terre, on sent quand même la différence climatologique, des sols, etc. Et je ne parle même pas de la Désirade, qui est encore un cas particulier dans notre archipel. Comment on explique tout ça? Eh bien, il faut dire qu'effectivement, l'identité structurale et morphologique de la Guadeloupe est celle, certes, d'un archipel, donc d'un ensemble d'îles, d'un ensemble fragmenté, mais par ailleurs, constitué d'éléments de relief différenciés. Une basse terre montagneuse, une grande terre calcaire et plate, relativement à peu près plate, puisque le plateau des Grands Fonds est quand même une zone quelque peu tourmentée sous le plan topographique. Et ces éléments de relief, la côte également, enfin, qui est un élément géographique très important, puisque la Guadeloupe est constituée de plus de 450 km de côte, de linéaire de côte. Donc ces éléments-là
tels qu'ils sont agencés, influent sur les conséquences des précipitations qui passent, des vents. À titre d'exemple, la météo a mis en évidence le fait qu'à partir de 40 mètres d'altitude, les vents peuvent être déviés. Oui. Donc cela signifie concrètement que les reliefs sont un agent qui permet à la Guadeloupe de montrer sa diversité, ses microclimats qui, eux, entraînent des micro-catastrophes localisées ou hyper localisées. Donc, d'où cette importance aussi, cette singularité de notre pays, c'est de dire que dans la prévision est très difficile parce qu'il peut se passer très bien un orage terrible en Nord-Grande-Terre, et rien à Basse-Terre. Et alors qu'en Basse-Terre, ça arrive d'ailleurs souvent. Parce que les reliefs sont là déjà. La côte au vent, qui est bien évidemment arrosée, qui est soumise aux alizés, et la côte, par exemple, sous le vent, qui est, elle, abritée des vents, et qui est soumise au phénomène de Foehn. Bref, nous avons donc une palette de microclimats avec des conséquences, j'allais dire, paroxysmiques quelquefois, à des échelles kilométriques extrêmement réduites. Oui. Et cela, c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans la prévision et dans la pédagogie de ce qu'il y a lieu de mettre en place en termes de parade. Oui. Ce que je voulais ajouter sur ce point justement, et qui, je pense, est un des éléments intéressants, on a tenu à faire un ouvrage qui est facilement lisible. Oui, on a beaucoup pensé à ça. Mais également un ouvrage... Bien illustré d'ailleurs aussi. Oui, très illustré. Très pédagogique, on va dire. On peut féliciter l'éditeur d'avoir fait un travail. Parce qu'il y a du bon travail. Un excellent travail, vraiment, ça nous a ébahi de voir cet ouvrage. Ouais. Et à côté de cet aspect, on va dire, de lecture facile, on a tenu à être extrêmement rigoureux et scientifique. Donc vous verrez que tout le livre est traité avec des renvois en bas de page. Chaque élément est étayé. Et ce on met en évidence, et c'est justement, même s'agissant des ouragans, des cyclones tropicaux, donc, il y a peut-être une climatologie de ces cyclones à mettre en évidence. La Grande Terre, le type d'ouragan qui touche la Grande Terre n'est pas forcément le même qui concerne la Basse Terre. Alors évidemment, on a... C'est lié à la barrière montagneuse? C'est pas dû seulement à la barrière montagneuse, c'est dû justement à ce dont on parlait au début, c'est-à-dire le fait que plus on monte vers le nord, plus on a des ouragans forts, et la Grande Terre, Max vient de le dire, a une topographie différente, c'est déjà une autre île par rapport à la Guadeloupe. Donc la Grande Terre est soumise à un type d'ouragan plus fréquemment que la Basse Terre, qui est soumise à un autre type. Donc même dans des phénomènes aussi importants que ça, on constate que l'aspect archipel et l'aspect microclimat jouent un rôle considérable, et c'est très important à notre avis de prendre ça en compte dans la prévention, comme vient de le dire Max. Alors Max, est-ce qu'on peut rattacher géologiquement les Saintes à la région basse-terrienne et Marais-Galante à la région grande-terrienne du point de vue de la structure même des sols et bien sûr du climat, et surtout du climat, parce qu'il n'y a pas de rivière aux Saintes? Tout à fait. La discordance géologique et géomorphologique est très nette. Nous avons un arc interne et un arc externe. L'arc interne est volcanique et l'arc externe est calcaire, même si à l'origine l'arc calcaire a été rabouté par l'érosion et l'érosion différentielle en particulier, et ce qui a donc cet effet d'aplanissement a été quelque peu comblé par la mer, le phénomène d'immersion et de la sédimentation qui a donc donné ces reliefs que nous connaissons aujourd'hui, ces reliefs quelque peu montueux de la Grande Terre. Mais rien à voir avec cet arc interne qui, lui, est volcanique. On sait que les îles sont volcaniques, elles sont nées d'éruptions volcaniques et qu'elles sont très montueuses et les reliefs sont très accidentés. Les Saintes, bien sûr, sont moins élevées que la chaîne montagneuse de la Basse-Terre parce que le volcanisme est quelque peu plus ancien. C'est à peu près entre 2 millions d'années qui ont suffi
raboter quelque peu, à aplanir, à émousser ces reliefs sous la forme de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des buttes, un aspect collinaire, mais toujours rattaché à la basse terre. Tandis que la grande terre, elle existe sous la base d'un complexe de base, et ce complexe de base a été, lui, fossilisé, a été sédimenté et a fourni donc ces reliefs que nous connaissons aujourd'hui et qui sont des reliefs de falaises, des reliefs des côtes rocheuses et aussi des côtes sableuses, des côtes d'accumulation, ce qui permet, et puis aussi un ensemble très singulier que sont les grands fonds. Alors justement, j'avais noté ça, je voulais y revenir parce que c'est un ensemble particulier, les grands fonds. On n'en trouve pas partout dans le monde, ni même dans la Caraïbe. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette partie du territoire? Parce que c'est tout à fait particulier. Qu'on visite, on voit un peu l'affaissement. En même temps, c'est une végétation qui n'a pas grande chose à voir avec le reste de la Grande Terre. Qu'on explique entre guillemets cette anomalie? Alors, il est bon de signaler effectivement cette exception, parce qu'il y a dans le monde 4 ou 5 zones de ce type de biodiversité qui ont été répertoriées sur le plan du relief, des modelés du relief. Et c'est vrai que ce qui caractérise les grands fonds, c'est ce profil en collinaire, mais avec des zones de crête et puis des fonds de vallée, des dépressions qui sont profondes et des précipices qui sont parfois impressionnants. Alors, ceci est dû à l'érosion différentielle du calcaire qui, avec le temps, le calcaire étant poreux, il est quelquefois un peu plus poreux dans des strates, certaines strates que d'autres, ce qui a permis la dissolution de ce calcaire à des endroits précis et la création de ces dépressions profondes. Alors que les zones de crête sont restées évidentes, là où la roche calcaire était plus dure. Alors, mais sur la végétation, parce que là-bas, dans les grands fonds, les gens de grands fonds disent que continue tout le butin à pousser. Oui, parce que pourquoi? Parce que c'est une zone de relief déjà relativement marquée et que les pluies, les nuages précipitent sur ces reliefs et les fonds de vallée, n'en parlons pas. Et du reste, ces fonds de vallée, nous en parlons, sont à risque fort, puisque l'histoire a démontré que les inondations étaient mortelles et ces espèces de fonds de vallée qui sont des anastomosés, eh bien... Alors, je ne sais pas ce que c'est anastomosé. C'est chenillé. Chenillé. De manière... Et ce qui produit parfois des phénomènes d'embâcle et de débâcle, d'où les inondations meurtrières que nous avons eues, notamment en janvier 2000. Alors, autre question, on revient au début du livre, vous rendez un hommage particulier appuyé à Gilles Pétré. Beaucoup de gens ne savent pas, c'est les liens qu'il avait avec la Guadeloupe et particulièrement avec les cyclones. Les deux cyclones qui ont marqué, on peut dire, la Guadeloupe, c'est le 28 et Hugo, et c'est les deux cyclones les plus meurtriers. Disons que la mémoire joue toujours un rôle de filtre. Donc on retient d'abord le dernier, c'est Hugo. Ensuite, on pense à 28. 28, c'est vraiment l'ouragan référence majeure que la Guadeloupe ait jamais eu. Un peu plus intense que Hugo, plus vieux que Hugo. Ça, on l'oublie souvent de le dire, parce qu'il n'y a pas eu de relevé. C'est plus pluvieux, ça a duré plus longtemps, et la marée de tempête qui pour Hugo est passée aux environs de Petite Terre, donc a évité le cul-de-sac marin, la marée de tempête de 28 est entrée. Donc c'était le pire des cas possibles pour la Guadeloupe, un ouragan de classe 4 qui pénètre sous la Guadeloupe au niveau de Petit-Bourg. Et ça peut être pire si ça pénètre encore un peu plus bas. Ensuite, je vais ajouter un point, c'est qu'on a oublié complètement, parce qu'il y a ces deux événements majeurs du XXe siècle. C'est l'ouragan de 1899, qui était aussi un ouragan de classe 4, aussi intense que Hugo, et qui, heureusement, est passé plutôt dans la trajectoire des Irades, Moule, Petit Canal. Mais le centre, l'œil de cet ouragan est passé
sur la Guadeloupe. Vous avez pu trouver toutes les archives pour ces ouragans? Tout à fait. On remonte à 1656. Oui. Et je dis l'intérêt dans ce livre, c'est que nous interpellons quand même les chercheurs. Oui. Nous avons donné beaucoup d'éléments qui sont tous étayés. Et dans les annexes, justement parce que cet ouvrage comporte aussi 180 pages d'annexes qu'on peut aller télécharger. Oui. Gratuitement. Oui. Nous avons dressé la trajectoire du cyclone de 1825 qu'on ne connaissait pas du tout. Oui. Et nous avons redessiné la trajectoire du cyclone de 1865 qui était des gros ouragans de ce 19e siècle. Sauf à me tromper, peut-être parce que bon, dans la masse de documents, peut-être que ça m'a échappé, mais je n'ai pas vu trace, il me semble-t-il, vous avez précisé, du tsunami qui venait de Lisbonne et qui était arrivé jusqu'à nous. Alors Max va peut-être en parler du tsunami, mais c'est un ouvrage consacré uniquement... J'ai bien dit, sauf à me tromper. En fait, l'ouvrage est consacré au phénomène climatique. Oui, oui. On fait allusion à un tsunami, mais pour faire une comparaison. Donc c'est juste un paragraphe. Max, je te laisse la parole, tu vas en parler plus savamment que moi. 1755. Oui, oui, exactement. 1755, donc le séisme de Lisbonne, et dans ça, qui a généré donc un tsunami assez important, qui a donc effectivement... Juste une précision, Max, c'est explicable ça, que de Lisbonne, la trajectoire d'un tsunami jusque chez nous? C'est l'onde, l'onde de vagues qui se propage jusqu'à atteindre la côte opposée. Opposée. Et à partir de là, il n'y a pas... j'allais dire que la vague ne s'émousse pas, au contraire. Elle prend de la vitesse, elle prend de l'ampleur et elle prend de l'envergure. Mais là, comme a dit Jean-Claude, il s'agit d'un phénomène tellurique, donc un séisme, pas d'un phénomène climatique. Mais, toujours est-il que phénoménologiquement, c'est la vague qui détruit. Et la vague est un élément... marin, c'est donc un élément marin, un élément d'une entité qui influence le climat. Donc on peut, malgré tout, sans spécifier qu'il s'agit d'un phénomène climatique, s'interroger, en parler, à travers la notion d'influence de l'océan. Et en ce sens, le tsunami, il y a lieu de les signaler. Il y en a eu un autre en 1867. Il y a eu un petit en 2004, sous les Saintes. Oui, il était un tsunami minuscule. Vraiment minuscule. C'est 1867, la référence. Un séisme en Jamaïque, et qui a provoqué aussi un tsunami, notamment à Sainte-Anne et à Sainte-Rose, avec des morts. Il y en a, et puis bien sûr les tsunamis liés à l'activité volcanique éruptive de Montserrat, mais de manière extrêmement limitée. Alors je vous laisse aussi signaler que certes les cyclones ravageurs, on les connaît de par la mémoire des hommes au XXe siècle et lors de la dernière année du XIXe, mais il y a eu des cyclones ravageurs aussi au XVIIIe siècle. À commencer par 1713, 1738, 1740, 1766, 1776. Et vu que vous avez nous comme tous les cyclones, effectivement. Et là, il y a là aussi un kaléidoscope de cyclones aux effets meurtriers qui ont été rapportés par les chroniqueurs et par les colonisateurs de l'époque. Et bien évidemment, le tout premier étant celui que nous avons mis en exergue, 1656, premier témoignage d'un cyclone sur la Guadeloupe de force 4, apparemment. Je voulais revenir avec l'éditeur sur ce qu'a dit M. Huck en début, un échange de 2000 mails. Thierry, comment vous avez géré la fabrication de cet ouvrage? Alors,
je vais y revenir, mais si tu le permets. En fait, Max et Jean-Claude sont vraiment les spécialistes. Absolument. Donc ils sont plongés, les téléspectateurs le voient dans leur façon de parler ils sont passionnés de leur phénomène et de leur savoir. Et en fait, ce que je voulais surtout, moi, avant de répondre à ta question, mettre en avant, c'est que c'est quand même un ouvrage grand public. C'est pas juste un ouvrage de spécialistes. Tout à fait. Et c'est une anthologie. Voilà, c'est une anthologie. Donc des morceaux choisis sur ces grands événements climatiques qui ont touché la population de la Guadeloupe au fil des siècles. Et alors il y a une partie effectivement très un peu technique qui pose les choses comme Max l'a dit sur la première partie, mais après on a vraiment dans la nature et les hommes une approche sur le vécu des Guadeloupéens, sur les mots créoles, il faut citer parce que dans les contributeurs, par exemple M. Nicolas et M. Rutil ont fait un travail sur les phénomènes naturels et la culture créole. Et sur les expressions. Voilà, bouleverse à la terre et culture créole. Donc on a tout un tas d'expressions recensées. C'est pédagogique. Voilà, alors c'est pédagogique, mais en même temps, il y a cet aspect qui pas commémoratif, parce qu'on ne commémore pas des choses qui ont fait mal, mais qui rappelle quand même que ça existait et comment on peut après s'en prévenir. Donc c'est dans ce sens-là que l'ouvrage est intéressant. Tout à fait. Et l'ouvrage s'appuie sur des archéologues, Léna Blou qui est danseuse, mais qui a contribué au niveau de la musique et au niveau des textes sur le rapport, comment l'homme créole s'est approprié le phénomène pour comme une catharsis, le faire passer dans la chanson, le faire passer dans la musique pour expurger un peu la misère, pour expurger le deuil, pour expurger tout ça. Donc en fait on retrouve tout ça et ce volant, je dirais, social qui chapeaute la présentation de la première partie plus technique, donne à l'ouvrage une dimension qu'ont voulu Jean-Claude et Max, à travers les autres personnes qui ont participé. On peut citer aussi M. Bellénus, on peut citer M. Thompson. Donc il y a plein de gens qui ont participé à cet ouvrage qui font que le propos qu'ils ont quand ils parlent de leur phénomène qui pour nous un peu néophyte et en fait c'est PLB Édition, pour revenir à ta question, donc sur la construction de l'ouvrage. Oui. En fait, nous, PLB Édition, on a répondu à cet appel d'offres au départ parce qu'on est éditeur naturaliste et tout ce qui touche à l'environnement un peu, nous c'est un peu un des genres littéraires qui nous intéresse personnellement et dans notre maison d'édition qu'on essaye de porter à la connaissance du plus grand public. Et donc, en fait, on a trouvé dans le propos de l'appel d'offres déjà un écho, et quand on a eu ce marché, pour nous ça a été vraiment une découverte, parce que moi je ne suis pas climatologue, je suis comme toi, on subit le climat, on le commente Par contre je suis curieux, et notamment j'ai pu proposer à Max et Jean-Claude, et à Max, de l'iconographie pour étayer certains chapitres. On retrouvera notamment autour de Saint-Félix, par exemple, puisque nous on est basé sur Gosier, mais c'est pas loin, des fois je descends et je vais photographier régulièrement la côte. Donc on retrouve sur des passages entre certains ouragans qui sont passés comme Léni, et puis un peu plus loin après, on retrouve des photos de la côte, comment elle a été modelée, et qui montrent que on est dans une phase actuellement de changement climatique et que nos côtes sont vraiment, par exemple, en danger maintenant. Le BRGM aussi a participé, on a toute la partie glissement de terrain, comment le ruissellement impacte
impact, on l'avait vu sur la route de Goyave, après Petit-Bourg, hein, ce grand glissement de terrain qu'il y avait eu. Météo France aussi, Guadeloupe. Pardon? Et Météo France, Guadeloupe. Et Météo France, et donc en fait, Météo France est un des gros partenaires, puisque Jean-Claude ne l'a pas dit par un peu plus d'heures, mais Jean-Claude était un ami d'Alain Gillot-Pétré et de Roland Mazuri qui est toujours avec nous, qui vit maintenant en métropole. Et c'est cette passion qu'ils ont eue qui ont fait que cet ouvrage s'adresse vraiment à un large public, quoi. Tout à fait. Moi, je confirme en tant que néophyte que c'est un ouvrage indispensable. Et depuis le LACER que Max connaît, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'ouvrage aussi complet sur la Guadeloupe dans ce domaine. Non, sérieusement. Merci, Danick. Je le dis sérieusement. Ça nous permet Et un tome en plus. Hein. Ouais. Mais on te dit merci, mais nous disons, on va rebondir un petit peu sur ce qu'il est. Nous remercions également, à titre des directeurs de publication, une panel de gens bien capés, Christian Ténor-Abazac, tout à fait, Bigot, René Bellénus, tout ça comme il y a un spécialiste là, réunis dans cet ouvrage. Henri Petit-Jean-Roger, bref, Madame Cointre, l'archiviste Madame Lebel. Et puis, il convient de souligner également, effectivement, l'apport dans cet apport iconographique, tout à fait. Le travail essentiel qui a consisté à en faire un ouvrage aussi esthétique. Et la mise en page est claire. L'esthétique aide à la compréhension ici. Mais ça, c'est l'artiste PLB, ça. C'est la mais non, mais il faut le dire. Là, alors, juste pour compléter ce que Max dit, ce qui est important aussi, c'est qu'en fait, on a beaucoup de photos d'archives privées. Ouais, j'ai vu. Alors, c'est pas forcément des photos de photographes professionnels, mais ça a l'intérêt justement de l'archive privée. Ça a l'intérêt je pense à ton frère qui a photographié le champ d'Arbaud à un moment donné, à des gens de la famille Gerville-Réache qui nous ont donné des photos du début du siècle, du 20e, je parle. Benito Espinal aussi, qui a fait don de dizaines de photos. Et donc, en fait, toutes ces photos-là nous ont permis d'avoir un regard qui est à la fois un regard factuel sur factuel sur un événement, mais en même temps avec le côté du témoin, du témoin qui se prend pas pour voilà. Tout à fait. Alors, en tout cas, je ne sais pas si on pourra faire mieux que cet ouvrage avant longtemps. C'est un ouvrage indispensable, je pense, dans les écoles, qui tombe bien en pleine période de COP21. C'est vraiment, je ne sais pas si l'éditeur a choisi son coup surtout à ce moment-là, mais en tout cas, il tombe vraiment à merveille. Bon, dis au Tibitin Zandodis. Dis-moi. Max et Jean-Claude qui là, en fait, le livre là est paré pour sortir depuis juillet. D'accord. Mais nous t'es qu'à attendre une préface. Bon, nous qu'à attendre une préface là. Et saison cyclonique là qui a commencé, parce que juillet. Oui, bien sûr. Donc nous qu'à faire l'huile, parce que nous dit, voilà le cyclone passé, le livre là pas sorti. Il péquait à dents. Donc, voilà, donc la saison s'est passée bien pour tout le monde sur l'archipel, d'une manière globale, donc c'est un bon point pour tout le monde sur ce plan-là, économique, tout. Et quand l'ouvrage est arrivé en décembre, on était très content de pouvoir commencer à le mettre en librairie. Je rassure les Guadeloupéens, qui a fait 3,5 kg, mais qui a payé 50 €. Et vraiment, sinon on va offert ce qu'on appelle les livres, qui est ça en éditeur, les beaux livres. Beaux livres, oui. C'est un beau livre. Enfin, c'est un livre de référence, quoi. C'est un livre de référence qu'il faut avoir chez soi. Je dis ça aux Guadeloupéens qui nous regardent, aux Martiniquais qui nous regardent aussi, en France aussi, parce que l'émission passe en France en ce moment. Alors, le livre là, ça, je vais trouver. Je ne sais pas, il est déjà à Paris. Oui, puisqu'on a notre distributeur en France. Oui, il est en métropole. Les gens nous le commandent. Ils le commandent sur. On peut le commander sur PLB, www.plbédition.com. C'est bien ça, oui, c'est ça, plbédition.com. Et puis sinon, il est chez les libraires de la place. De la Guadeloupe. Pas de signature en vue dans les jours qui viennent. Si, il y en a déjà une qui a eu lieu. Et puis, on
on va vous faire un petit mot, peut-être que tu auras le temps de le passer. Comme l'année démarre et que les libraires sont en train de finir leur pas leur bilan, mais leur inventaire. Oui. Donc on va démarrer une campagne de dédicaces sur Basse-Terre, sur le Moule, sur la région pointoise. Ça va se faire. Là. Non, je le dis encore. Oui, un dernier mot. Juste un dernier mot, on en a parlé tout à fait au début, mais nous tenons à remercier la région Guadeloupe en tant que telle, en tant qu'institution, qui aura permis, dans le cadre de sa politique de développement du patrimoine, ça c'est du patrimoine immatériel important, qui aura permis effectivement que ce livre puisse être mis à disposition de la Guadeloupe. D'accord. Alors quand tu dis la région, il faut dire la région Lurel, il faut dire... La région, c'est la région c'est la région institution, c'est la région, c'est le président Lurel qui a effectivement lancé l'affaire, ce type d'édition. Il a choisi effectivement un certain nombre de secteurs. Donc, oui, c'est la région en tant que telle, avec le président. Moi, je trouve que ça a une importance qu'une institution, une collectivité, je dis ça pour moi en tant qu'éditeur, mais pour mes collègues éditeurs de la place aussi, je pense que c'est important qu'une collectivité s'implique dans... Oui, non, mais sur le plan du livre, je parle. Voilà, sur le plan du livre, de la même qu'ils l'ont fait sur le plan cinématographique, mais sur le plan du livre, c'est très important parce que il y a des secteurs, notamment un livre comme ça, je veux dire, s'il n'y avait pas eu l'appui de la région, pour confier la recherche et le travail et permettre à Jean-Claude et à Max de donner à la Guadeloupe cette somme de connaissances rassemblées, qui n'est pas, entre guillemets, un truc commercial au départ. C'est pas un livre sur lequel, entre ça et la cuisine créole, on va se précipiter sur la cuisine créole, on est d'accord. Mais par contre, ça nous permet d'avoir un prix de vente public vraiment abordable pour la quantité de connaissances. La somme de connaissances qui est dans cet ouvrage. Alors, ouvrage anthologique, il faut le dire, nécessaire, à valoriser. J'ai encore 1000 questions à poser parce que vous pensez bien qu'en demi-heure on n'a pas tout vu, mais enfin on peut poser toutes les 1000 questions qu'on a mis. En tout cas, je dis aux Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais et Guadeloupéens qui vivent là-bas, un livre à avoir, 50 € vraiment, si on peut faire de la promo, on peut le dire, et quand il y aura la signature, on va vous le dire. Merci en tout cas d'être venu, merci à PLB d'avoir édité ce bouquin qui est très bien graphié, c'est bien là, il n'est pas chiant. Parce qu'en général, les bouquins scientifiques, ça quand met au déo, etc. Non, là, c'est clair, c'est propre, c'est net et c'est bien fait, bien illustré. On légion d'honneur, livre là ça. Merci en tout cas d'être venu. Mais non, mais c'est vrai, on putain, il faut dire bon, là il n'est pas bon, Razi, il n'est pas bon, quand il est bon, il faut dire bon. Et je pense que ça méritait cette émission, peut-être une autre fois, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Merci, monsieur. On prend une page de pub, on est un petit peu en retard, c'est pas trop grave. Et on se retrouve tout à l'heure pour développer le journal. Bon. Ok. Eh ben, merci, Denis. Ah oui, merci. Voilà, il est 13h12 dans le ZCL de ce vendredi 8 janvier. On va recevoir tout à l'heure M. Charles Chulem-Rousseau. On parle de livre, c'est le vendredi, et son ouvrage, c'est celui-là, Mi-Mas Guadeloupe, qui tombe parfaitement bien en période de carnaval. Et ensuite, on va recevoir, vous, comme on vous a dit ça, ils sont aussi nos invités. Mais pour l'heure, on développe l'information. C'était donc hier soir, le premier conseil municipal de la nouvelle municipalité de Bémao, puisque vous savez qu'Henri Chalus a donc dû démissionner, son poste de maire a été remplacé par Mme Hélène Polifonte. Elle a animé donc son premier conseil municipal, et c'était aussi le dernier conseil municipal d'Henri Chalus, puisque celui-ci a démissionné définitivement de toutes ses fonctions au sein de sa municipalité qu'il a conduite pendant 15 ans. Nous avons rencontré Hélène Polifonte tout de suite après le conseil municipal. Réaction. Particulièrement parce que vous avez vu ce soir, notre président, devenu conseiller municipal, mais notre ancien maire, nous a fait son au revoir. Et donc ça a été un conseil municipal marqué sous le sceau de l'émotion, tout simplement. Je pense pas seulement à moi, mais à tout le conseil municipal. À tout le conseil municipal, il va nous manquer énormément, mais il ne sera pas très loin, comme il a toujours dit. Il sera à nos côtés pour pouvoir nous accompagner
nous apporter des conseils, puisqu'il a 15 années d'expérience. Il a été notre maire pendant 15 ans et au-delà de tout cela, il reste notre leader. Il s'agit pour nous de poursuivre les grands chantiers qui ont été entamés. Bien entendu, comme je l'ai dit, nous allons accentuer, en tout cas moi, cette fibre sociale que j'ai, que ce soit en direction des personnes âgées, que ce soit en direction des personnes handicapées, que ce soit en direction des jeunes dans le domaine de la formation ou également dans le domaine de l'éducation. Mais il s'agit pour nous surtout de poursuivre tous les grands chantiers qui ont commencé. Et je peux vous dire, nous avons du travail pour les 4 ans à venir. Je ne dirais pas capacité d'endettement, capacité de remboursement. Donc notre commune, je n'aime pas trop entendre ce mot, parce que lorsqu'on nous en parle, on a le sentiment que la ville de Bémao est en train de crouler, on est étranglé par des dettes. Nous ne le sommes pas. Il s'est agi pour nous d'apporter des réponses aux problématiques, bien entendu, de notre population, de répondre aux grands enjeux du futur, de mettre en place un certain nombre d'infrastructures. Et pour cela, il a fallu que nous puissions investir. Et pour investir, nous avons fait des prêts, comme tous les Guadeloupéens le font. Et donc nous avons donc voulu, pour pouvoir améliorer le quotidien de notre population, tout simplement faire un prêt. Mais comme vous l'avez vu, nous avons une capacité en tout cas de remboursement qui est de 2 ans. Et je peux même affirmer moins, bien entendu. Et donc la ville de Bémao, aujourd'hui, on peut le dire haut et fort, jusque-là, depuis 2001 en tout cas, nous avons eu une belle gestion et nous avons une situation financière saine. Hélène Polifonte, le nouveau maire de Bémao, qui a du travail, dit-elle. Alors, le salon de la gastronomie, eh bien, on remet le couvert, puisque vous vous souvenez que l'année dernière, il y a eu une première édition avec Babette de Rosière. Elle repart cette fois pour une nouvelle aventure, pour ce nouveau salon de la gastronomie qui aura lieu cette année du 12 au 15 février au Paris Event Center de la Porte de la Villette. Tous les amateurs de bonne cuisine et de bonne chair pourront découvrir la gastronomie de nos régions de Guadeloupe, de Martinique, de la Guyane, aussi de la Nouvelle-Calédonie, etc., etc. Retrouvons tout de suite notre correspondant à Paris, Maurice Essé, qui a rencontré Babette de Rosière. C'était lors de la conférence de presse. La première édition a été un petit peu plus difficile parce que c'était la première, c'était le bébé, donc il fallait faire ses preuves. Et maintenant que le bébé a eu un succès formidable, tout le monde veut y venir et nous avons des stands merveilleux, on est beaucoup plus grand, plus fonctionnel, on prend aussi des enfants pour les mettre en cuisine, il y a François qui va filmer ça, ça va être bien, ça va être ludique, les grands chefs qui vont faire des démonstrations et en plus on a des nouveaux partenaires magnifiques comme Corsair qui offre des billets avec un prix tout à fait préférentiel, l'hôtel Forestil qui héberge aussi. Et en plus, cerise sur le gâteau, il y a l'aéroport de Paris qui reçoit mes exposants en VIP. Et en plus, qui sont acheminés sur Paris par Renault qui met à notre disposition des bus. Et en plus, il y a des prix à gagner. Il y a la Saint-Valentin, il y a une voiture à gagner, il y a des billets à gagner. C'est vraiment formidable. Et puis, cerise sur le gâteau, il y aura Jean-Michel Cohen qui viendra aussi faire des cours sur la nutrition. Parce que j'ai remarqué que dans les Outre-mer, les gens grossissent énormément. Ils ne font plus attention à ce qu'ils mangent alors que nous avons des produits exceptionnels. Et là, je veux leur expliquer que le bien manger, ça existe aussi. Soigner son corps, ça existe aussi, tout en bougeant, tout en s'amusant. Et puis évidemment, il y aura tout un panel d'orchestres, de musiciens, de danseurs, par passant de Tahiti, Mayotte, Wallis et Futuna. Les régions d'outre-mer sont avec Funky Vincent. Enfin, ça va être la fête et on va manger tout ce qui se boit, tout ce qui se mange, tout ce qui se boit, tout ce qui se mange de toutes les régions, parce que toutes les régions sont représentées, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie qui nous boude. Voilà, donc rendez-vous pour ce deuxième... Du 12 au 15 février 2016 à Paris Event Center. On garde la maison et c'est notre maison pour toujours. Cette deuxième, disons, on va dire édition, va être différente de la première parce que, grosso modo, on aura à peu près le même nombre de stands, mais répartis différemment. On a certains qui ont baissé leur participation, d'autres qui ont augmenté. C'est évident que la proximité des élections régionales n'a pas été faite pour nous aider, puisqu'il fallait attendre la fin. Donc, on a par exemple des nouveaux venus comme Mayotte, comme la Polynésie française qui viennent. Ensuite, par exemple, la Martinique, c'est un plus petit, la Réunion toujours intéressant, la Guadeloupe, bon, c'est bien aussi. Donc vous voyez,
c'est un salon qui va être différent, un peu plus de restauration, un peu plus de produits, avec répartis de façon différente. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est sur 4 jours. L'année passée, on nous avait dit, oh là là, 3 jours, c'est trop peu. Donc on va commencer le vendredi 12, ensuite le samedi, et surtout, on aura le dimanche 14 février. C'est la Saint-Valentin. Alors, mesdames, demandez à votre amoureux de vous amener au salon de la gastronomie des Outre-mer. Cette année, il y aura environ 80 stands à ce nouveau salon de la gastronomie Outre-mer. Donc les gens, les spectateurs et aussi les visiteurs auront de quoi se régaler. Rapidement, une petite brève, c'est une information qui est tombée et qui ne surprend presque aucun Guadeloupéen, en tout cas je l'espère. La Guadeloupe a été classée 11e destination à visiter dans le monde et c'est quand même quelque chose. C'est le résultat d'un classement publié par le prestigieux journal américain, le New York Times, sur 52 destinations sélectionner notre pays, notre archipel dont on vient de parler justement avec éclat de temps l'ouvrage de messieurs Hugues et Etna. Nous sommes 11e, ce qui est vraiment pas mauvais. On est avant le Tamil Nadu, on est avant l'Inde ou l'Argentine et l'article est paru dans le New York Times. Et bien sûr, on fait référence au Memorial Act et aussi au prochaine ouverture de la Coupe Davis en Guadeloupe. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir. Nous allons parler maintenant de carnaval, non pas dans le défi dans la Rila, non, mais parce que à cause de cet ouvrage qui est tout chaud, il vient de sortir, c'est même le premier est arrivé en Guadeloupe, Mimas Guadeloupe, c'est un recueil de photographies de 2 photographes, Agnès Dahan et Charles Choulem-Rousseau qui est avec nous. Charles Choulem-Rousseau, bonjour. Bonjour. Alors, cet ouvrage, il est portant beaucoup de belles photos. C'est d'ailleurs, on avait vu un aperçu lors d'une exposition que vous avez fait à la maison citoyenne de Pointe-à-Pitre déjà. Oui, tout à fait. C'était suite à une exposition qui a eu le label Année des Outre-mer. On l'avait présenté à Paris et puis on a voulu le présenter aussi en Guadeloupe. Et puis l'exposition a continué à tourner. Elle a été à Bordeaux, à Marseille. On nous a beaucoup demandé de voir plus d'images. Oui. Parce que l'exposition était composée que de 40 images. Là, il y en a combien? Là, il y en a 170. C'est encore un choix. Oui, c'est un choix dans le choix, le choix du choix. C'est la crème de la crème, là? Oui. Il y a eu une certaine bagarre entre Agnès Dahan et moi-même pour dire celle-ci plus que celle-là, mais bon, ça fait partie des plaisirs de l'editing photographique. Le but étant de venir amener, vous verrez dans le livre, il n'y a pas de légende. Les légendes justement, sont. Je vais poser la question, pourquoi il n'y a pas de légende? Justement, pour laisser le spectateur vraiment en face avec l'image et avec son imaginaire. D'accord. Puisque pour nous, c'est une volonté éditoriale de laisser un blanc en bas. Voilà. Et après, il y a un répertoire quand même. Oui, voilà. Il y a une planche contact qui, avec un index qui présente toutes les photos, toutes les légendes, les années où elles ont été prises et par quel photographe. Alors, je vais poser quand même les questions techniques. Vous travaillez sans flash? Sans flash, uniquement avec la lumière ambiante, avec... En fait, l'idée de montrer les masses avec cette particularité, ce point de vue photographique, c'était vraiment d'aller dans ce que des anciens m'ont raconté, l'esprit masse. C'est quelque chose, voilà, on part en transe, il n'y a pas de côté vraiment temporel. C'est une façon de vivre, c'est une façon de voir le carnaval qui n'est pas comme dans les autres groupes qui sont aussi riches, mais c'est vraiment très particulier. Oui. Et vous travaillez au téléobjectif ou vous travaillez en je travaille en 28 mm. 28 mm uniquement? Uniquement. Et donc, je suis très près des sujets. Je ne peux pas dire que les gens qui sont pris en photo ne m'ont pas vu. Donc, ils vous ont parce que je suis forcément entre 1 ou 2 mètres. D'accord. Maximum. Alors, sous le choix, non pas des photos, mais des groupes, vous shootez tout ou alors il y a des groupes que vous préférez? Parce que, je pose la question, mais on voit dans l'ouvrage vos préférences. Comment vous sélectionnez vos clichés, les groupes que vous photographiez? Disons que moi, je déboule régulièrement avec Akio. Oui. Donc, je suis c'est poisson l'hiver Akio. à l'intérieur du groupe en lui-même. Donc, il y a... et
oppose, je vais voir les autres groupes. Ouais. Et Agnès Dahan, qui restait plus dans le quartier de l'assainissement et qui a adoré Nation, Aneg Marron, Vim, et elle suivait beaucoup ces deux groupes-là. Oui, alors, ils vont me poser la question tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de Vukum dans ça. Il n'y a pas beaucoup de Vukum, mais il y en a. Oui, mais pas assez. Oui, pas assez. Effectivement. Pourquoi c'était si loin que ça? Non, c'est parce que le dimanche, on a des boulets à Kyo. On ne peut pas être tout partout. C'était en même temps. Ouais. Donc, quand nous tenions des réunions à Kyo, Vukum, là, on était quand même prendre ces photos-là. D'ailleurs, il y a une photo où on voit des drapeaux, parce que c'est des masses qui... fondamentale dans l'esprit là. À Guadeloupe. Ouais. En tout cas, c'est un ouvrage merveilleux. Alors, je pose la question, il y aura encore une expo ou bien c'est seulement le livre cette fois-ci? Eh ben, on espère relancer l'exposition et en ouvrant l'espace à des pays anglophones plus. C'est pour ça que le livre, il est en créole, il est en français et il est aussi en anglais. Un peu en anglais, j'ai vu ça. Et c'est un ouvrage qui va être disponible à partir de quand? Du 28 janvier. Oui, il y a des signatures prévues? Il y a une signature qui est prévue au Memorial Act à partir du 28 janvier. Et après, nous ferons des signatures, mais ce n'est pas encore vraiment répertorié. Alors, je pose la question. Un photographe, c'est quelqu'un qui n'a jamais arrêté de faire photo. Donc, vous avez sorti cet ouvrage avec Agnès Dahan. Ça signifie que vous continuez votre travail photographique. Est-ce que uniquement sur les masses ou bien vous avez déjà d'autres sujets sur lesquels... J'essaye ce coup-ci de partir un peu plus dans la Caraïbe et d'aller voir ce qui s'y passe. Mais avant, c'était de l'architecture, c'était la liture. Oui, la liture, on sait. Avant, c'était paroles de sourds. Donc, j'essaie de traiter un peu tous les sujets guadeloupéens. Mais là, comme ça fait 10 ans que je suis retourné, donc... Vous n'avez pas fait le Capé? Si, j'ai fait aussi, on a fait une exposition collective. Tout à fait. Et j'avais amené une touche un peu particulière, parce que c'était des formats carrés, c'était en argentique, en noir et blanc, donc un ancien procédé, avec des points de vue vraiment très particuliers. Question plus générale, est-ce que la photographie se développe maintenant en Guadeloupe? C'est pas un jeu de mots. Hein. Il y a une jeune génération qui s'emploie de plus en plus à l'acte photographique. Et non pas simplement le studio photo où on fait les photos d'identité, les photos de mariage. C'est commercial, ça, oui. Là, il y a des jeunes comme Hicham, il y a d'autres jeunes photographes qui vont aller puiser dans la photographie contemporaine comme elle doit être. D'accord. Et vous-même, vous continuez votre travail toujours avec Agnès? Non, là, elle se tourne plus vers le cinéma. Oui. Et moi, je reste photographique en parlant. Ouais. En tout cas, c'est un livre qu'il faut avoir. Ça en fait 2 pour la journée, mais c'est pas trop. Ça montre qu'il y a une bonne production éditoriale en Guadeloupe. Cet ouvrage sera disponible. Il est sorti 1er janvier, c'est-à-dire il y a à peine une semaine. À la fin du mois, il sera en vente un peu partout, probablement avec l'expo. Et puis, Charles Chulem Rousseau, on aura l'occasion, j'espère, de le revoir peut-être avec Agnès Dahan. Elle reviendra? Elle revient au mois d'avril. Donc après, ça sera elle qui pourra plus en parler. Au mois d'avril, on aura l'occasion de l'inviter. Et puis, si vous avez Charles, il y a Masla. Il y a Masla, et il y a un livre là, et il y a Masla. Merci Charles, en toute façon, d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je ne dis pas le prix du bouquin, mon a que découvert, il est préparé à acheter. Mais ça, il va offrir. Et je dis ça aux gens qui sont en France, qui nous voient. Qu'a fait Foutibouin Fouettambala, mais enfin, nous, ça va, et qu'on avait là qu'à rouler. En tout cas, merci Charles Chulem Rousseau d'être venu ici. On continue le journal. Merci. Tout de suite, on va parler donc de cet incendie qu'il y a eu au Zion Park, après l'incendie qui a ravagé le Zion Park dans la nuit du 27 décembre au Gosier. Le propriétaire du bar est bien décidé à remettre sur pied ce haut lieu du reggae. Vous savez qu'au Zion Park, mais son nom l'indique, Zion Park, c'était l'endroit qui fait. Donc on appelle un don à tous ceux qui souhaiteraient le soutenir pour aider à reconstruire ce lieu qui était devenu un peu mythique. Tout de suite le reportage avec... qui c'est qui a fait ce reportage? Oui, avec Axel Ragin, je crois. Voilà.
En fait, moi j'étais hors du département, je n'étais pas ici. Et c'est quelqu'un qui m'a appelé du journée de lundi 28 à Métropole. Il était encore la nuit ici, enfin le petit matin ici. Et c'est quand je l'ai eu, il m'a dit apparemment il y avait des pompiers devant chez moi. Et s'il comprend bien, il y a eu du feu. Alors je lui ai demandé d'aller voir un peu, comme c'est quelqu'un qu'on était toujours ensemble, d'aller voir qu'est-ce qui se passe pour moi. Et c'est quand il m'a réappelé dans l'après-midi, et il m'a dit effectivement il y a eu du feu chez moi, on a brûlé mes carbets, ma scène, et puis voilà quoi. Je pouvais rien dire, je pouvais que simplement penser comment ça s'est passé. Et c'est quand je suis arrivé ici, et je suis venu sur place. Une semaine après, je suis venu sur place et j'ai constaté le dégât. Et effectivement, on a mis le feu aux Zion. Déjà, c'est sûr que j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer mon boulot. C'est mon gagne-pain, si tu veux. Bon, c'est un outil de travail. C'est quelque chose qui peut faire d'autres choses que des concerts. On peut faire plein d'autres choses ici, qu'à part que la musique. C'est juste pour ça que j'ai envie de continuer. En tout cas, je remercie tout le monde qui a déjà fait l'effort de vraiment contribuer, parce que ça prouve qu'ils aiment Zion Park, ça prouve qu'ils ont envie que ça existe et ils n'étaient pas obligés. Je remercie beaucoup de fond de cœur, ça me touche énormément. Je profite pour le dire, le don, si c'était possible de donner un matériau, ça aurait été plus arrangeant pour moi. Parce que s'il fait du matériau, moi avec mon courage, et si j'ai quelqu'un avec moi, je vais le remonter très vite. Mais je préfère que ce soit en matériau, planche, contreplaqué, pour les gens qui peuvent, hein, bien entendu, parce que c'est déjà bien de le faire, tout ce qu'ils font. Et en matériaux comme fil d'électricité, des câbles, des prises, des disjoncteurs, tout ce qui concerne le bâtiment, des poteaux électriques, des trucs comme ça m'arrangerait plus que me donner en espèces. Voilà. Alors je remercie pour tous les gens qui ont envie de faire ce geste avec nous, qui ont envie de continuer Zion Park aussi avec nous. Je leur souhaite meilleurs vœux pour l'année, santé surtout, et puis que notre esprit grandit, et puis qu'on continue l'aventure, quoi. La vie n'est pas arrêtée. Ça, c'est une petite chose par rapport à tout ce qui se passe dans la vie. Et puis nous continuer le combat là, quoi. Nous ne pouvons pas arrêter. On remercier vraiment tout le monde à Canal 10, tout le monde qui voulait que ça continue, et puis meilleure santé pour tout le monde Guadeloupe. Merci. Alors il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce reportage n'est pas d'Axel Draget, mais de Maxime Morel. Et je vous signale, donc si vous voulez aider le propriétaire du Zion Park à remettre en place sa boutique, son restaurant, c'est le moment jamais de porter manœuvre, comme on dit, de lui faire un don. Ça peut 50 €, 10 €, ça zopé, mais enfin, un petit force pour mettre en place ce Zion Park. On va parler de Jacqueline Cachemire-Tol. On parlait de carnaval, mais aussi il faut parler de Goka. Et donc, en ce début d'année, marque de traditionnelle nomination à la Légion d'honneur. Et c'est donc Mme Jacqueline Cachemire-Tol qui a reçu hier soir son insigne d'officier de la Légion d'honneur. C'était au Gosier. Reportage cette fois-ci bien avec Axel Draget. On regarde. Madame le commandeur, c'est vraiment un grand honneur pour moi que la République vous ait confié la mission de me remettre les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Quelle femme êtes-vous, madame? Vous forcez mon admiration. Madame Josette Bourrel-Incertain, hier vous me remettiez un éloy d'or au nom du Conseil régional de la Guadeloupe. Aujourd'hui, présidente du Conseil départemental, vous êtes présente à mes côtés. J'y suis très, très sensible. Monsieur Harichalus, innombrables sont les fois où vous m'avez fait confiance en sollicitant l'Académie du Cap pour des projets culturels et artistiques dans votre commune. Sans hésiter une seconde, vous m'avez dit oui pour ce 7 janvier 2016. J'en suis profondément touchée. Merci. J'ai envie de vous dire que
Ces insignes d'officier, c'est grâce à vous tous qui êtes là. Certains sont déjà partis. Donc, à vous les parents d'élèves, à vous les élèves qui êtes là ce soir sans vos parents, parce que si je m'écoutais, j'aurais invité tout le monde et la maison serait trop petite. Mes parents qui m'ont toujours fait confiance et qui me disaient, Jacqueline, de toute façon, quand les enfants sont avec toi, je suis encore plus tranquille que quand ils sont avec moi. Et ce soir, combien d'enfants ai-je eu par le biais de la danse, par le biais de la culture que j'ai voulu faire reconnaître, je ne saurais compter. On ne va pas porter Timoun en 20 ans moins. Mais on ne peut pas compter combien de Timoun on a. Donc merci à vous, élèves de tous âges, qui êtes là et qui m'accompagnent encore. Faut-il encore le rappeler, Jacqueline Cachemire-Tol a été la fondatrice de la première école de Gouka de la Guadeloupe, et c'est la raison pour laquelle depuis plus de 40 ans, 50 ans, elle a passé une bonne partie de sa vie à promotionner notre musique nationale, le Gouka, et les danses qui sont autour du Gouka, et donc était mérité, ça a été mérité. Donc, médaille Lassa, elle était médaille qui a été remise sous la présidence d'honneur, on va le dire, d'Harry Chalus, le nouveau président de la région, et de Madame Josette Borel l'Incertain. C'était un reportage, je vous l'ai dit, d'Axel Dragin. Deux petits mots avant de se quitter. D'abord, embouteillage monstrueux dans les deux sens, près du pont de la Gaba, pont de la Jaille, entre Bastère, dans la route, dans le sens Bastère, Pointe-à-Pitre. Alors, prenez votre mal en patience. Si vous devez sortir dans cette direction-là, mais pas rester garder ZCL-là jusqu'à la fin. Et sinon, autre information, tout à l'heure, on a reçu Charles Choulem Rousseau, auteur de l'ouvrage Mimas Guadeloupe, et il me signale en partant qu'il y a ce soir la présentation du bouquin à partir de 20h. C'est chez Riach au Monde Toroudi. Voilà, ce ZCL est terminé pour aujourd'hui. On remercie donc toute l'équipe technique, des techniciens qui œuvrent en coulisses pour la réalisation de ce journal, et aussi la réalisation technique de Yann. On salue donc tous nos amis de la Guadeloupe, de Martinique, de la Guyane et de la France. Et nous radio, à donc lundi, puisqu'aujourd'hui c'est vendredi. Et je rappelle la sortie donc de cet ouvrage. Si vous n'avez raté le début, ne manquez pas de vous brancher sur le www.zcl.tv. C'est là que vous verrez la retransmission de l'émission. Voilà, il finit. À lundi, on se retrouve, et peut-être que je ne serai pas seul.